Alors, les théories opposées au libre-échange. Parce que j'ai l'air de vous dire là que le monde entier applaudit sous la libéralisation des échanges et que le consommateur est le grand gagnant de ces histoires. En fait, il y a toujours eu les importations, c'est les autres. Et les autres, c'est les ennemis souvent. Surtout en période de difficulté. Donc les produits des autres sont nos ennemis. Hein, et derrière cette affirmation un petit peu brutale que je vous assène, eh bien, regardez un petit peu les réactions qu'il peut y avoir dans notre pays en période de difficulté par rapport au dumping social des Chinois, au dumping monétaire et social des Allemands. Voilà. Les autres sont plus performants parce qu'ils ont été déloyaux, etc. Et qu'en contrepartie, eh bien, on ne devrait pas se laisser faire et qu'on devrait limiter les échanges avec ces pays qui ne respectent pas les règles. Bref, on est en train de se trouver tout un tas de bonnes raisons pour adopter des mesures protectionnistes. Très important, en période de croissance, le protectionnisme est oublié par tout le monde. Et en période de crise, le protectionnisme est à nouveau sur la scène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, j'allais dire au-delà de tentations protectionnistes. Alors, les théories marxistes, tiers-mondistes et altermondialistes d'abord, qui sont vraiment des théories qui justifient le fait que l'on ne développe pas trop les échanges internationaux et qu'un certain nombre de pays ne doivent pas participer à ces échanges. Alors d'abord, ce sont toutes les oppositions au libéralisme d'une manière générale et au libéralisme commercial, le libre-échangisme comme on dit, qui vont s'exprimer. Alors tout d'abord, la vision marxiste de l'échange international, c'est une occasion de compléter vos fiches sur la théorie économique. Voilà, vous avez un aspect théorie de l'échange international, y compris chez Marx. Et finalement, à la fin de l'année, vous aurez une fiche très complète sur différents courants de pensée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marx ? Eh bien, il nous dit que finalement, l'échange international il est dans la logique du capitalisme. La nécessité de l'élargissement des débouchés. Le capitalisme est un système qui ne peut que se développer. Vous vous rappelez ? Qui ne peut qu'accumuler. S'il arrête de faire ça, il perd sa raison d'être. Il disparaît. Donc, il faut qu'il s'amplifie. À un moment donné, l'amplification, localement, elle n'est plus possible. Parce qu'il y a une crise, parce que ça ne va pas assez vite, et donc il va falloir trouver du débouché ailleurs. Et trouver du débouché ailleurs, eh bien, c'est précisément pratiquer de l'échange international. Alors, à l'époque de Marx, il dit, ouais, mais si on faisait ça entre pays développés, ça n'irait pas bien loin. En fait, l'idée, c'est d'aller dominer d'autres pays pour leur imposer nos marchandises, et puis ensuite les piller en termes de matières premières. Donc, il nous parle de la colonisation et de l'impérialisme. Donc la théorie de l'échange international, chez Marx, elle est confondue, enfin chez les marxistes, elle est confondue avec la théorie de l'impérialisme. Ce sont les pays du Nord, pour développer leur capitalisme, qui vont coloniser les pays du Sud, leur vendre les marchandises en surplus, et surtout leur prendre les matières premières nécessaires à la fabrication des biens. Voilà la vision, effectivement, sinon de Marx, parce que Marx n'a pas dit grand-chose là-dessus, mais de ses continuateurs, et notamment un célèbre auteur qui s'appelle Rosa Luxembourg. Donc ça, c'est plus le début du XXe siècle, si vous voulez, où on commence à poser cette théorie-là. Mais c'est aussi à ce moment-là où les empires coloniaux sont bâtis, et tellement bien bâtis et solides, d'ailleurs, qu'ils vont aboutir quelque part au premier conflit mondial. L'impérialisme et la domination des pays colonisés. Évidemment, c'est... Donc, vous remarquez, là aussi, ce qui se passe à l'international est un prolongement de ce qui se passe dans le système capitaliste local. Le prolétariat est exploité par la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie, elle sort de ses frontières et elle va exploiter les autres pays. Et d'ailleurs, dans les autres pays, c'est intéressant, elle va aller exploiter les travailleurs des autres pays, les prolétaires, mais aussi les bourgeoisies locales. C'est presque une théorie aussi de la domination, si vous voulez, de la bourgeoisie en fonction de sa localisation internationale. Alors, bon, on a compris, chez Marx, bon, c'est le caractère vital du capitalisme qui fait qu'on est obligé d'élargir les débouchés. Alors,
on arrive à une période beaucoup plus récente, les années 60-70, où une partie du courant marxiste va se relâcher un petit peu le dogme, si vous voulez, et vraiment s'intéresser aux problématiques du tiers-monde. Je vous rappelle que le concept de tiers-monde remonte dans les années, je ne sais plus si c'est 54 ou 56, conférence de Bandung. Et on doit ce terme au journaliste et essayiste français Alfred Sauvy, qui désigne par là le tiers-monde, c'est comme le tiers-état, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui n'ont rien. Et puis le tiers-monde, c'est aussi, il y a les capitalistes, il y a les communistes, et puis il y a un autre groupe à constituer. Voilà le troisième monde. Et puis, les pays sous-développés, eh bien, à cette époque-là, c'est un tiers des habitants de la planète. Donc voilà la justification de ce concept de tiers-monde. Et il y a des gens qui vont effectivement travailler sur les problèmes spécifiques de ce tiers-monde, et on va les appeler les tiers-mondistes. Alors les tiers-mondistes, ils développent l'analyse centre-périphérie. Et on va voir qu'effectivement, ils sont pas en rupture avec la théorie marxiste. Donc eux, ils pensent que les pays du Nord, les pays riches, les pays capitalistes, à l'origine, c'est le centre. Et que le centre organise la planète en fonction de ses intérêts. Donc, il va se déployer dans la périphérie. La périphérie, c'est les pays du Sud. Ils seront toujours à la périphérie du développement, de la richesse, etc. Alors, ils sont maintenus loin du centre. Mais on va les utiliser pour produire la richesse du centre. Donc là aussi, on est dans un magnifique modèle de la domination. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent deux choses importantes, ces économistes-là. Ils nous disent d'abord, l'échange entre les pays riches et les pays de la périphérie, les pays en développement, est un échange inégal. On échange beaucoup de valeurs contre peu de valeurs. Matière première, peu de valeur. La valeur d'une matière première, le contenu d'une matière première ne change pas dans le temps. Alors que les autres biens qui vont être fabriqués avec cette matière première, eux, vont avoir une valeur qui augmente. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent toujours de plus en plus de technologies sophistiquées. Donc vous comprenez bien qu'au départ, la matière première est pas chère, mais elle sera de moins en moins chère par rapport aux produits qu'on fabrique avec. C'est ça l'idée d'échange inégal. Autrement dit, ces pays, pour pouvoir se payer nos marchandises contre leurs matières premières, ils sont toujours obligés d'extraire et de vendre de plus en plus de matières premières. Il en faut de plus en plus pour payer les produits. Voilà l'idée d'échange inégal. Et cette idée sous-jacente de dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire que non seulement c'est inégal au départ, mais que cette inégalité va progresser dans le temps. Si vous préférez, pour faire simple, je vous donne un exemple qui évidemment n'est pas juste, mais qui va vous permettre de comprendre. Auparavant, il me fallait 1 tonne de pétrole pour acheter une automobile. Eh bien, aujourd'hui, il me faut peut-être 10 tonnes de pétrole pour acheter une automobile. L'exemple n'est pas très bon, puisque le pétrole a une valeur qui augmente, mais pensez aux autres matières premières. Voilà donc la nature de l'échange inégal. Donc, forcément, ces pays sont contraints au déficit de leur commerce extérieur. Ils sont dépendants souvent de 2 ou 3 matières premières, dont le prix est stable, voire parfois s'effondre, et en contrepartie, ils doivent acheter des biens technologiquement sophistiqués qui coûtent de plus en plus cher. Donc voilà le grand apport de ce mouvement éphémère des années 70-80. On en conclut au pillage du tiers-monde et à son non-développement. D'accord ? Donc la prescription est simple. Refermez-vous. Ne vous insérez pas dans l'échange international. Commercez entre vous, entre pays à faible niveau de développement. Dans les mêmes années, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout le monde demande à ces pays en développement, surtout si vous voulez vous développer, insérez-vous à l'échange international. Participez à la spécialisation. Donc on a 2 lectures totalement différentes des choses quant au développement de ces pays à faible niveau de développement, justement. Alors, le mouvement altermondialiste,
Alors, je présente les choses souvent sous forme d'une histoire un peu caricaturale. Donc, la dernière caricature en date est la suivante. Les marxistes ont perdu, évidemment, l'essentiel de ce qui les tenait avec la disparition du camp soviétique et du camp communiste d'une manière générale. Et donc, derrière, il y a une crise forcément très, très importante de la pensée marxiste. Et donc, ils se sont reconvertis, entre guillemets. Et ils se sont reconvertis. Alors, dans un premier temps, on a vu la bifurcation vers les tiers-mondistes. Donc là, c'est une partie des marxistes qui s'intéressaient aux pays du tiers-monde. C'était les enseignants qui voyageaient dans les universités africaines, etc. Et donc étaient très sensibilisés à ces situations. Et puis, derrière, eh bien, avec la disparition du paradigme marxiste et de la réalité du communisme, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à militer pour l'altermondialisme. C'est-à-dire, finalement, de dire que les hommes ils aient des relations nombreuses et multiples entre eux au niveau planétaire, c'est plutôt une bonne chose, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle relation. Donc, on n'est pas contre la mondialisation, on est contre cette mondialisation libérale, et on est pour un autre type de mondialisation, beaucoup plus basé sur la coopération, etc. Hein, c'était un discours très très important. D'ailleurs, je vous rappelle que les altermondialistes s'appelaient anti-mondialistes au départ. Ce qui était un non-sens absolu. Parce que dans le même temps, ils utilisaient Internet pour communiquer. Et ils se disaient anti-mondialistes. D'accord ? Et évidemment, la formule altermondialiste, c'est-à-dire pour une autre mondialisation beaucoup plus équilibrée, évidemment que le message est beaucoup plus fort et beaucoup plus écoutable. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces altermondialistes ? Eh bien, ils nous disent que, attention, parce que derrière les produits se cachent des modes de vie. Donc là, c'est l'aspect sociologique qui va presque primer dans certaines critiques, de dire on est en train de déstructurer les sociétés. Quand on fait manger du riz aux Africains, et on fait manger du riz aux Africains, on oublie tout simplement que l'Afrique est extrêmement pauvre en production de riz. Et que donc le commerce international, pour des raisons de coût, le riz est moins cher que la céréale locale africaine. Il a de meilleurs rendements, etc. Il est moins cher quand on le produit en Asie et qu'on l'amène par bateau en Afrique. Hein, donc, quelque part, ils ont écouté Smith. Ils ont fait venir du riz à la place des céréales traditionnelles africaines. Mais du coup, ça change tout. Toute l'alimentation, etc. Ça veut dire plus d'indépendance alimentaire. On est incapable de faire pousser du riz dans plein de pays africains. C'est des plantes à eau, comme chacun sait. Donc c'est ça, la déstructuration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Afrique, aujourd'hui, en Afrique occidentale, les gens n'ont plus d'élevage de poulets, qui était une source de revenus pour les petites gens. Chacun faisait pousser son poulet, ses 2-3 poulets, le vendait, l'échangeait à son voisin. Hein, c'était la base de l'économie informelle, de l'autosuffisance alimentaire, de l'échange de proximité, d'avoir le minimum de monnaie pour pouvoir régler les transactions qui sont obligatoirement monétaires. Enfin, c'était très très important. Alors il n'y a pas que le poulet, mais le poulet participait à ça. C'est facile d'élever des poulets, même en ville presque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le poulet américain, subventionné par les Européens, donc européen, israélien, est moins cher que le poulet produit localement en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il n'y a plus personne qui élève des poulets en Afrique. Donc il n'y a plus d'autosubsistance alimentaire. Et on est tout dépendant des importations de produits dont on peut d'ailleurs porter quelques doutes sur les qualités alimentaires, entre parenthèses, parce que vous imaginez, pour faire arriver des poulets à un prix très très faible dans les pays africains, vous imaginez dans quelles conditions sont élevés les poulets. Hein ? Donc en gros, on a remplacé un bon produit qui avait son utilité économique et sociale localement par un mauvais produit qui ne fait qu'enrichir des multinationales. Hein, voilà aussi à quoi peut conduire effectivement le libre-échange entre des pays à niveau de développement extrêmement différents. Hein, et le problème de la perte d'autosuffisance alimentaire
lié à l'insertion au commerce mondial est un problème extrêmement important. Les Africains ont de plus en plus arrêté toute production vivrière pour louer leurs terres à des grandes compagnies occidentales pour faire pousser des légumes qui sont vendus ensuite en Occident. Des haricots verts, c'est impressionnant. Donc, déstructuration. Et puis, acculturation. Encore une fois, quand on achète des produits américains, on ne s'y trompe pas, parce que souvent, les produits américains, on les achète parce qu'il y a le mythe américain. Enfin, inconsciemment, ça fonctionne comme ça, quoi. Il y a la culture américaine derrière le produit américain. Et la culture américaine, sans porter aucun jugement sur elle, bien évidemment, elle n'est pas forcément à sa place dans un pays africain. Ou, si vous voulez, qu'est-ce que ça provoque dans la tête des enfants, ce contact entre les réalités d'une culture aux antipodes de la leur et la leur. Qu'est-ce que ça provoque ? Donc ça pose, l'insertion au commerce mondial pose un certain nombre de problèmes, en tous les cas pour les pays qui sont de culture économique et sociale extrêmement différentes. Donc problème de déstructuration, problème d'acculturation. Sans parler évidemment que les altermondialistes y mettent aussi l'accent sur ce qu'avaient dit en partie les tiers-mondistes. C'est que de toute façon, on vient dans les pays du tiers-monde, pas par philanthropie. On vient pour faire du business. Et qu'en faisant du business, éventuellement, on ne le fait pas trop proprement non plus. Donc après, c'est tous les phénomènes d'implantation de firmes transnationales dans des territoires où on exploite les enfants, où on fait travailler les gens sur des durées vraiment très impressionnantes, où il n'y a pas de droits syndicaux, etc. Il y a aussi tout cet aspect-là. Bref, il y a quand même pas mal d'opposants au libre-échangisme et à la liberté des échanges. Alors, dernier point, les théories qui font la promotion du protectionnisme. Alors ça, c'est une idée intéressante. La protection peut être la condition de l'ouverture, c'est-à-dire, je suis protectionniste pour être libre-échangiste, ensuite, et toujours limitée dans le temps. C'est-à-dire que cette protection-là n'est qu'une protection transitoire. Donc il y a deux idées dans mon titre, j'aurais dû faire deux titres. Un, qu'effectivement, je suis protectionniste pour pouvoir échanger plus tard, c'est une condition. Et que deux, la protection que je mets en place, ce n'est pas une protection définitive, je la mets temporairement pour atteindre un objectif particulier. Alors, c'est le protectionnisme éducateur, qu'on doit à un vieil économiste, c'est le 19e siècle, Friedrich List. Alors, c'est ce qu'il appelle la protection des industries dans l'enfance. Qu'est-ce que c'est que la protection des industries dans l'enfance ? Eh bien, si, imaginez un pays qui se lance dans la fabrication d'automobiles aujourd'hui. C'est-à-dire un pays qui n'a pas d'expérience et qui, il y a un industriel, il y a un projet public-privé, et on décide de fabriquer des automobiles dans ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe si on ne ferme pas les frontières aux automobiles ? Forcément, manque de savoir, manque d'expérience, manque de maîtrise technologique, le nouveau pays va offrir des véhicules forcément beaucoup moins bien, beaucoup plus chers, beaucoup moins performants que ses concurrents qui ont l'expérience de quasiment 120 ans d'industrie automobile. Donc la seule solution pour que ces industriels nouveaux se développent, c'est de fermer les frontières, de manière à ce que les entreprises acquièrent l'expérience nécessaire, que leurs consommateurs essuient les plâtres des mauvais produits. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est la demande intérieure qui va supporter le mauvais travail fait par les industries locales dans un premier temps, jusqu'à temps qu'ils apprennent à maîtriser. Donc, si on ne fait pas ça, il est clair qu'il n'y peut pas y avoir de naissance de nouvelles industries dans les différents pays. Ce n'est pas possible. Donc là, la protection, elle va servir à ça, à protéger des industries naissantes. Des avantages en termes d'expérience, de savoir-faire,
l'ouverture internationale ruinerait effectivement les industries naissantes. Donc la protection, comme je disais dans mon titre, elle est nécessaire le temps qu'il faut pour qu'il y ait une remise à niveau entre les industries locales et ces grands concurrents internationaux. Autrement dit, que penser de la Chine, qui est le nouveau producteur automobile? Sont-ils protectionnistes? La réponse est oui. Les Chinois sont protectionnistes par rapport aux voitures qui sont importées en Chine. Par contre, ils adorent que les constructeurs européens ou américains viennent s'établir en Chine pour fabriquer des voitures pour les Chinois, voire pour les réexporter ailleurs. Pourquoi ils adorent ça? Parce qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Et ils ont tellement appris qu'aujourd'hui, on estime qu'en Chine, il y a 16 constructeurs automobiles, c'est-à-dire autant que sur la planète dans son ensemble. Il y a 16 constructeurs automobiles qui seraient potentiellement capables d'accéder au groupe des leaders automobiles d'aujourd'hui. D'accord? Et ces gens, ils le feront grâce à une certaine protection. Évidemment, ils vont apprendre à faire des véhicules avant d'essayer de nous les vendre. Et on retrouve tout à fait cette problématique donc de protectionnisme éducateur. Dans les pays développés se pose la question de la protection des industries en déclin. Alors, la thèse de Litz, c'est le protectionnisme éducateur pour protéger les industries dans l'enfance. Mais la thèse d'aujourd'hui, c'est ne devrait-on pas, en tous les cas, c'est une question qui est posée dans les pays occidentaux, face à la désindustrialisation, ne devrait-on pas protéger les industries en déclin? Le textile, etc. Il y a tout un discours politique aujourd'hui qui est tenu là-dessus. En disant, il faut les protéger. En limitant les importations, le plus souvent. Pourquoi? Parce que les autres pratiquent des conditions que l'on peut assimiler à la concurrence déloyale. Et donc, comme la compétition n'est pas saine, alors ça nous donnerait le droit, effectivement, de protéger nos industries. De protéger nos industries, pourquoi? Éventuellement pour les accompagner dans leur disparition, mais que ces disparitions, elles se fassent progressivement, ça veut dire avec un minimum de dégâts sociaux, ou bien, d'une manière plus offensive, de préparer la reconversion de ces industries. Mais en tous les cas, de se donner du temps. Et je suis désolé, les problèmes de délocalisation, de désindustrialisation dans le monde occidental, débouchent sur ce type de réflexion. Alors, la politique commerciale stratégique maintenant, Paul Krugman, à mon avis, l'élément théorique le plus novateur, le plus rafraîchissant dans cet ensemble de théories du commerce international. Alors, il parle du principe, Paul Krugman, que les marchés fonctionnent en concurrence imparfaite. Au centre de la concurrence imparfaite, les oligopoles. Il considère, même si c'est contesté par d'autres économistes, qu'au niveau national, partout, il y a des oligopoles qui dominent, et voire au niveau mondial, il y a des oligopoles aujourd'hui de taille mondiale. Je vous parlais de 16 groupes automobiles. On est dans un magnifique oligopole. 16 acteurs pour plus de 90% du marché mondial. Ça me semble être un bon exemple d'oligopole. Économie d'échelle, c'est-à-dire que la concurrence est si imparfaite que les coûts ils diminuent quand les volumes de produits vont augmenter. On a des économies d'échelle extrêmement sensibles, donc on a vraiment intérêt à être très gros pour être le moins cher possible et pouvoir vendre le moins cher possible. Et puis des effets d'expérience. On sait très bien que plus ça fait longtemps qu'un industriel travaille sur tel ou tel produit, et plus il va être innovant, plus il va être performant, plus il va proposer des produits de qualité. Donc les marchés sont de concurrence imparfaite. Et j'allais dire, il faut quand même rajouter aussi, la concurrence monopolistique, c'est-à-dire la recherche de différenciation en permanence sur tous les produits, alors par les consommateurs, mais aussi par les industriels du coup. Alors les États
dans ce cadre-là, ont intérêt à taxer les importations dans certains secteurs pour favoriser les entreprises locales et bénéficier d'économies d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je frappe de 100% de droits de douane des produits fabriqués à l'étranger, ces produits ne rentrent plus. Pourquoi? Parce que c'est le consommateur local qui ne va pas accepter le doublement du prix. Si j'ai mis 100% de droits de douane, ça fait doubler le prix du produit. Donc, il va se rabattre sur des solutions locales qui seront beaucoup moins chères et qui seront de moins bonne qualité. Encore une fois, c'est le consommateur qui paye tout ça. Donc il va avoir un produit approximatif, on va dire, suite à ce type de politique. Mais l'entreprise qui va assouvir les besoins du marché local, elle va grossir, puisqu'elle va accaparer 100% des parts de marché, local, domestique. Donc elle va grossir, elle va acquérir de l'expérience, elle va accumuler de la production. Donc du coup, elle va devenir de plus en plus concurrentielle. Et quand elle sera concurrentielle, alors, effectivement, on pourra la tremper dans le grand bain. Et la tremper dans le grand bain, ça nécessite deux opérations. C'est de dire aux autres, bienvenue chez nous, dans un premier temps. Et deuxième proposition, bienvenue chez nous. Désormais, nous allons pouvoir venir chez vous. C'est-à-dire, c'est la double ouverture. J'ouvre d'abord mon marché, après des années de protectionnisme, pour avoir musclé mes entreprises. Et une fois que mon marché est ouvert, je dis aux autres, et alors? Le principe de réciprocité, vous ouvrez votre marché. Et donc là, je vais aller conquérir des parts de marché à l'exportation. On a intérêt à faire ça. Les pays ont intérêt à faire ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent. L'État doit mettre de l'argent dans les politiques de recherche, dans la constitution de nouvelles activités, doit aider les entreprises à se constituer, à se spécialiser, pour ensuite les protéger, et quand la protection n'est plus nécessaire, eh bien, les lâcher dans un univers concurrentiel. C'est ça la politique commerciale stratégique. Encore une fois, Airbus est un magnifique exemple de ces politiques commerciales stratégiques, parce que finalement, ce n'est que ça, Airbus. Les États ont intérêt à subventionner les exportations ou la R&D pour accroître les avantages comparatifs. Bon, vous savez que les subventions, vous devez savoir que les subventions aux exportations sont de plus en plus contrôlées. C'est-à-dire que si le pays fait partie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a beaucoup de limites qui sont mises à ce type de subventions, puisque, précisément, on sait très bien que c'est un moyen protectionniste, c'est du protectionnisme à l'envers. Soit je taxe les importations, c'est du protectionnisme pur, soit je subventionne mes exportations, et c'est du protectionnisme à l'envers. La politique commerciale stratégique permet donc d'inventer de nouveaux avantages comparatifs et de créer, a priori, de nouvelles spécialisations. C'est très très important. Dans un autre domaine, vous voyez très bien que l'Iran, indépendamment du fait énergie civile et nucléaire, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, civil et militaire, l'Iran est en train de se doter d'avantages comparatifs en matière de technologie nucléaire. À partir de rien. Peut-être même qu'à un moment donné, il y a 20 ou 30 ans, la réflexion s'est dite, d'abord, construisons une filière universitaire de physique nucléaire. Peut-être ça a commencé comme ça il y a 30 ans, et pour cela, demandons à des professeurs anglo-saxons, français, de venir enseigner à prix d'or dans nos universités pour développer, en tous les cas, de la matière grise autour de cette filière de l'énergie nucléaire. Et ensuite, on va aller se doter des différentes technologies, à droite et à gauche. C'est d'ailleurs très compliqué, parce qu'elles sont très sensibles, ces technologies, et on va devenir des spécialistes du nucléaire. A priori, ils n'y connaissent rien, comme n'importe quel autre pays. Donc on voit bien que les avantages comparatifs, on peut se les monter.